Les propos tenus dans cette émission ne reflètent que l'opinion et ou les recherches de la ou les personnes invitées et n'engagent qu'elles. Hello tout le monde, bienvenue dans Face au mystère, l'émission où nous explorons les énigmes les plus fascinantes et troublantes du monde surnaturel. Dans ce nouvel épisode, nous plongeons dans l'univers énigmatique du couple devenu légendaire pour leurs enquêtes sur les phénomènes paranormaux, Ed et Lorraine Warren. Ed, démonologue autodidacte, et Lorraine, médium et clairvoyante, ont consacré leur vie à enquêter sur des cas de hantise, de possession et des phénomènes inexpliqués à travers le monde. Leurs histoires ont inspiré des livres et des débats passionnés ainsi que des films sur la réalité de leurs découvertes. De la célèbre affaire d'Amityville à la mystérieuse poupée d'Annabelle, les Warren ont marqué l'histoire du paranormal. Mais qui étaient-ils vraiment? On en parle avec leur petit-fils, Chris McKinnon. Bonjour Chris. Bonjour, je suis content d'être ici, merci. Je suis très heureux de vous accueillir parce qu'effectivement, vos grands-parents ont été des inspirateurs pour beaucoup de chercheurs en parapsychologie. Et malgré tout, aujourd'hui, on connaît peu les Warren en dehors de ce qu'ils ont pu diffuser comme information et donner aux médias. C'est pour ça que je voulais un peu vous avoir aujourd'hui pour découvrir un peu l'envers du décor. Alors, vous êtes cofondateur de la plus grande organisation paranormale au monde, la Warren Legacy Foundation for Paranormal Research, donc excusez du peu, et vous êtes aussi pasteur. Alors ça, j'ai appris ça quand je me suis renseigné sur l'émission. Je voulais juste vous poser une question, Chris. Qu'est-ce que vous faites dans cette organisation? Parce que quand on est le petit-fils des Warren, on s'attend à beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Et pour être honnête, j'aime même pas vraiment le paranormal. Je fais ce travail parce qu'il y a un besoin. Notre travail dans le monde, c'est d'aider les gens qui croient qu'ils sont embêtés par le paranormal. Et malheureusement, il y a trop de gens qui sont des charlatans ou qui font ça comme un hobby. Et il y a des gens, malheureusement, qui ont des vrais problèmes. Et ça peut être un travail mortel. Alors justement, en tant que pasteur, puisque vous êtes confronté donc à la religion, est-ce que vous avez vu depuis ces dernières années plus de cas de hantise, de possession, d'entités embêtant le monde ou de gens disant être embêtés? Pendant la pandémie, le confinement, il y a eu vraiment une montée incroyable des phénomènes. Et je crois que c'est parce que le monde spirituel, il réalise à nous et il peut voir notre anxiété, nos problèmes, et il réagissait à ça. Quand vous dites que je suis un pasteur, je suis un pasteur, mais je suis un pasteur sans aucune religion. Je crois c'est important que les gens comprennent ça. Et je crois fermement dans un proverbe hindou. Il y a beaucoup de chemins qui me mènent à la montagne. Il n'y a que le fou qui court au bas de la montagne en vous disant que vous allez dans le mauvais sens pour aller au top. Je crois que tout ce qui compte, c'est que les gens croient dans votre cœur. Mais quoi qu'il en soit, qu'on ait eu une étiquette ou une religion, vous prenez la spiritualité. C'est pour ça que le côté et le volet pasteur m'intéressait, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir l'étiquette catholique, musulmane ou hébraïque pour prôner la bonne parole et évoquer bien sûr cette spiritualité. Vous faites des enquêtes au sein de cette organisation. Vous travaillez sur les exorcismes. Vous faites quoi? Je suis un exorciste, il se trouve, oui. C'est pas quelque chose que je pensais faire dans ma vie, mais j'ai assisté ou mené à peu près 12 exorcismes dans ma carrière de 44 ans. Les possessions, les exorcismes, tout ça, c'est très rare. Je rencontre des gens qui ont fait ouais, j'ai fait 100 exorcismes cette année, mais c'est des fous, c'est pas possible. Il faut regarder les choses en face. Il faut bien sûr regarder les problèmes psychologiques et médicaux et prendre le temps de vérifier si c'est vraiment un problème spirituel. Et oui, parce qu'on l'a vu, et vous l'avez très justement dit, c'est vrai que pendant la pandémie, les gens se sont jetés sur Internet, ont vu beaucoup de choses et se sont dit « moi je suis possédé parce que j'ai des soucis, etc. » Et effectivement, vous faites bien de rappeler qu'il y a d'abord une approche rationnelle à avoir avant d'envisager l'emprise du mal et tout ce qui s'ensuit. Alors, on va
rentrer dans le vif du sujet parce que j'avais envie de découvrir donc vos grands-parents par votre prisme. Quel regard vous avez sur vos grands-parents, Ed et Lorraine Warren? Ils étaient incroyables. Compliqués parfois. Et pas parfaits en tout cas, ça c'est sûr. Ce qui me trouble toujours, c'est à quel point ils sont sur un piédestal pour les gens. Et non, c'est juste des gens normaux. Et mon problème, c'est qu'une fois qu'on est sur un piédestal, tout ce qu'on peut faire, c'est tomber. Donc j'essaie toujours de résister à cette envie qu'ont les gens de les mettre sur un piédestal. Et pour répondre à votre question, j'ai enquêté sur à peu près 1 millier de cas dans ma vie et je continue mon travail partout dans le monde. Je vais dans plein d'endroits et je suis en permanence en train de rechercher des manifestations paranormales dans différents endroits. Et mon grand-père, c'était une personnalité de type A, un peu dur, un peu renfermé. Il avait un petit peu d'ego. Oui, c'est un divertisseur, ça c'est sûr. Ma grand-mère était une catholique très dévouée. Elle avait un cœur très généreux. Et tous les deux, hein. Si vous aviez un problème, il lâchait tout pour venir vous aider. Et j'essaye de faire exactement la même chose. Quel petit-fils étiez-vous auprès de vos grands-parents? Est-ce que vous étiez curieux? Vous saviez ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils vous emmenaient parfois sur des enquêtes? Ah oui. Oui, quand j'avais 3 ans, j'ai été enfermé dans le musée par accident. Heureusement, hein, mon grand-père était là et il est sorti en courant de son bureau pour me sauver. Mais ça a eu un impact sur moi. J'ai eu peur du noir jusqu'à ce que j'ai 16 ans. Et puis ensuite, mon grand-père m'a amené dans mon premier cas. Annabelle est venue à la maison quand moi j'avais 3 ans. Donc ça a été une expérience. J'ai commencces à faire des tournées avec mes grands-parents quand j'avais 14 ans et je regardais ma grand-mère utiliser ses capacités. Et honnêtement, c'était un super-héros. Vraiment, c'est extraordinaire ce dont elle était capable. Vous avez donc vécu à leur côté. Eux, ils ont vécu le paranormal dès les années 1930. Et puis après, il y a eu la télévision dans les années 60, etc., qui s'est emparée de leur capacité, les années 70. Et tout d'un coup, on a vu ce couple devenir de véritables stars. Alors, comme vous le disiez, c'est-à-dire que quand on est en haut du sommet, on ne peut que descendre. Ils ont été à la fois adulés et aussi décriés par une certaine catégorie de médias et d'universitaires. Oui, c'est vrai. Votre calendrier est un peu faux. Ils ont commencé leur première enquête après la Deuxième Guerre mondiale. Mon grand-père, lui, il a grandi dans les années 30. Il a vécu dans une maison hantée, c'est ça qui l'a inspiré. Ma grand-mère, ses capacités ont commencé à se manifester vers ses 8 ans. Mais ils ont formé leur fondation en 52. Ils ont commencé à être connus seulement vers 73. Et puis les choses sont arrivées, Amityville, tout ça, c'est là que ça a explosé. Ils avaient une bonne relation avec l'Église catholique. Mais au moins aux États-Unis, l'Église catholique, elle a du mal à s'impliquer dans des affaires paranormales comme ça. Donc, ils n'aident pas les problèmes paranormaux, sauf si on leur met la pression. Moi, mes grands-parents utilisaient la communication et la publicité pour pousser l'Église à agir. Et ça ne les a pas rendus très populaires. Il y a eu aussi l'autre effet qui était de les faire passer pour des fous, quoi. Mais il faut vous rappeler, ils ont fait ça pendant 20 ans avant que quiconque sache qu'ils existaient. Chers amis, il y a 2 ans, nous avons proposé un abonnement à 10 € par an pendant 10 ans. Cette formule disparaîtra le 30 septembre. Si vous avez toujours hésité à vous abonner à BTLV, c'est le moment ou jamais. Il vous reste encore quelques jours pour en profiter, pour un accès à toutes nos émissions, en espérant vous savoir prochainement parmi nous sur BTLV. Mais quand je disais qu'ils ont vécu dans le paranormal, c'est qu'enfant, et vous l'avez rappelé, c'est-à-dire que votre grand-père a vécu dans une maison hantée et votre grand-mère, elle a eu des
premières manifestations paranormales entre 8 et 10 ans. Donc c'est pour ça que je disais qu'ils ont vécu très très vite dans le milieu du paranormal. Alors, ils ont vécu cette attention médiatique et avec justement toutes ces attaques, comment les ont-ils vécues? Est-ce que vous les sentiez forts? Alors, on a la sensation que c'était un couple ultra méga soudé qui pouvait faire, qui était contre vents et marées au taquet. Oui, c'est vrai. C'est très vrai. Ils étaient opposés dans plein de choses, mais en tant que couple, ils étaient extraordinaires. Ils pouvaient tout surmonter. Mon grand-père, il était moins patient avec les gens qui essayaient de le critiquer. Ma grand-mère, elle était qu'amour. Ça l'embêtait pas. Et moi, je suis à peu près pareil que ma grand-mère. Mon boulot, c'est pas de convaincre les gens que le paranormal existe. Mon boulot, c'est d'être là pour les gens qui ont l'impression d'être embêtés par le paranormal. Chris, est-ce qu'ils ont eu peur pour vous? Parce que vous dites avoir été à leur côté dans certaines enquêtes, vous avez été enfermé dans le musée, bien sûr, par accident. Ils ont eu peur pour vous parce qu'on voit alors, je sais que c'est du cinéma, mais on mettra d'ailleurs une bande-annonce tout à l'heure de The Conjuring, mais les enfants sont souvent des éponges et le mal a tendance à aller titiller l'enfance. Ils ont eu peur pour vous? Oh oui. En grandissant, mes habilités ont commencé à se manifester très tôt. Je pouvais entendre des choses, je pouvais les sentir, je pouvais entendre les murmures. C'était des esprits qui essayaient de communiquer avec moi et ils cherchaient de l'aide. Mais moi, je savais pas ça et ça m'a terrifié. Mais je dirais que après mon premier cas avec mes grands-parents, c'était vraiment une affaire de poltergeist incroyable dans le Massachusetts. Après ce que j'ai vécu cette nuit-là, j'ai plus jamais eu peur du paranormal. Je me suis dit, si je peux survivre à ça, là, je peux survivre à tout. Hmm. Alors, parmi les critiques qui ont éclaboussé Ed et Lorraine Warren, il y a une certaine mise en scène de leurs enquêtes. On leur a dit qu'ils faisaient du spectacle, etc. Est-ce que... et d'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure qu'ils faisaient de la publicité pour attirer comment dire, l'œil du Vatican, au fait de l'Église en tout cas. Est-ce que vous me diriez que finalement, ceux qui les ont attaqués n'ont pas compris justement qu'ils faisaient ça volontairement pour qu'on mette un coup de projo sur ces phénomènes? Oui, j'avais un vrai problème avant avec la publicité. Et je comprends comment ça fait du mal à des familles. Mais aujourd'hui, je regarde rétrospectivement que c'était avant Internet. Et c'est comme ça que mes grands-parents ont fait en sorte que les gens les trouvent pour pouvoir avoir de l'aide. Il y a des gens qui ont tous les droits de critiquer mes grands-parents. Moi, j'adore mes grands-parents, mais mon grand-père, lui, il changeait les histoires, par exemple. Il ajoutait des choses. Et il en enlevait d'autres et j'ai regardé tout ça et je me disais, mais moi j'ai vécu ça, mamie. Pourquoi est-ce que vous changez l'histoire? C'était bien pire avant quand c'était vrai. Pourquoi vous faites ça? Et il dit, ouais, bah l'histoire elle sonne mieux comme ça. Mais c'est pas vrai. Et moi je ferai jamais ça, c'est sûr. C'est important pour moi que je dise toujours la vérité. Parce que ma réputation est construite là-dessus. Et je peux pas aider les gens s'ils me croient pas. Quand je vous entends, Chris, j'ai l'impression que les Américains ne peuvent pas s'empêcher de faire de l'entertainment. Que même s'il y a un sujet au départ très solide, très fort, il y a toujours ce côté un peu spectacle qui revient. Je sais pas si c'est juste de dire que c'est américain. Moi, je suis américain. Et je suis pas comme ça. Mais j'ai vu, oui, à quel point le succès peut changer les gens. Je l'ai vu dans ma famille. Le paranormal, le monde du divertissement paranormal, il est tout petit. Et les gens qui en font partie se combattent les uns et les autres en essayant d'être le premier en détruisant la réputation des autres. Moi, j'ai jamais eu ce problème. Je sais pas pourquoi, mais personne ne m'attaque. Et je cherche pas le succès, moi, ni la célébrité. Je suis juste là pour aider les gens. J'ai aucun intérêt à être célèbre.
Bah, c'est tout à votre honneur, Chris. Ont-ils été convaincus, vos grands-parents, qu'il existait des esprits mauvais, des esprits farceurs, frappeurs, des démons, que finalement le monde que l'on a sous les yeux beaucoup plus petit que celui qui nous entoure? Ah, moi, je suis d'accord sur le fait que ce qu'on sait, c'est très limité, hein. La NASA a dit qu'il y a plus de monde vivant dans l'univers que tous les grains de sable sur la planète. On ne sait rien sur la réalité, en fait. Je crois que c'est important d'étudier les choses comme la physique quantique, la psychologie, pour essayer de trouver certaines vérités qui se cachent derrière tout ça. Mes grands-parents, quand ils ont commencé, ils ne croyaient même pas aux démons. Pendant 6 ans, ils faisaient des recherches, ils visitaient des maisons hantées, mais ils ne faisaient que voir des choses qu'ils ne comprenaient pas et qu'ils ne pouvaient pas expliquer comme étant des fantômes, en tout cas. Et au final, ils ont décidé que ces choses étaient probablement démoniques. Bon, moi, j'ai vécu partout dans le monde, hein, de l'Afrique, l'Europe, au Moyen-Orient, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, bien sûr, et évidemment en Europe, même en France. Et j'ai vu que ces choses se manifestent selon leur propre tradition culturelle. Moi, je ne crois pas aux démons. Je suis un exorciste qui ne croit pas aux démons. Je crois en des forces spirituelles qui peuvent prendre les tulpas et les tulpas et les égrégores, et des genres de poltergeist, c'est des choses qui peuvent être très mortelles et dévastateurs. Il y a 2 genres de possession. Il y a les gens qui meurent et puis ceux qui survivent. Donc c'est très réel. Mais c'est pas ce que les gens pensent. Il faut comprendre. Mes parents, eux, ils étaient en train ils apprenaient en permanence. Et je dis toujours aux gens de faire attention, de regarder les vidéos de mes grands-parents et penser que vous comprendriez le paranormal. Vous n'iriez pas chez un docteur qui a appris la médecine dans les années 50. Vous allez voir un docteur qui a étudié la médecine récemment ou alors qui est resté à jour sur les nouvelles méthodes. Donc là, vous regardez des instantanés dans le temps quand vous regardez leurs vidéos ou leurs livres. Et puis, leurs livres, vous savez, ils ne les ont pas écrits. Ça a été écrit par des nègres. Moi, j'étais dans 3 de leurs livres. Et 2 d'entre eux sont assez bons, mais le 3e, il m'a convaincu que jamais je ne voudrais faire partie de ça. C'était vraiment horrible. Et c'était vraiment, tout était faux. C'est assez troublant, Chris McKinnell, parce que il y a un regard à la fois très attendri sur vos grands-parents et en même temps très lucide et très dur sur leur façon dont ils ont mené leur entreprise de démonologie, de paranormalisme. Je suis pas sûr de comprendre ce que vous dites. C'est vrai qu'ils ont été très critiqués. Mais ils n'avaient pas de mentor. Ils n'avaient pas de validation. C'était eux qui menaient le chemin. Est-ce qu'ils ont fait des erreurs? Bien sûr, c'était des humains. C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas les mettre sur un piédestal. Mais sans eux, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Moi, j'ai reçu le bénéfice de leur expérience, de leur savoir. Et j'ai pris la balle et je l'ai amenée en avant. Enfin, j'ai essayé en tout cas. Croyaient-ils en la vie après la mort, à la réincarnation, vos grands-parents? Absolument. Quand j'avais 16 ans, mon grand-père m'a appris l'hypnose régressive. Et il m'a amené dans mes vies précédentes. Et ça, vous, aujourd'hui, avec le recul que vous avez, vous y croyez aussi? Vous pensez qu'une fois que nous décédons, il n'y a pas très longtemps, j'étais avec des scientifiques qui évoquaient ici la conscience extraneuronale qui, justement, nous survivrait après la mort. Et cette conscience qui retournerait peut-être à la source divine dans un cloud particulier, retrouverait le chemin de la Terre par un autre corps et une autre vie? Ouais, je suis d'accord avec ça, hein, jusqu'à un certain point, bien sûr. Je me rappelle beaucoup de mes vies, en partie en tout cas. Mais c'est important que vous gardiez toujours en tête que vous êtes une nouvelle personne à chaque fois que vous revenez. Vous gérez des choses que vous ne pouviez pas laisser passer dans les vies passées. C'est ça ce que c'est.
Le paranormal, c'est pas le bon et le mal. C'est ce qu'on peut pas lâcher, en fait, et qu'on va devoir continuer à poursuivre dans la vie d'après. On n'a pas une âme sœur, on a un village sœur. On retrouve toujours ces gens et on gère nos problèmes avec ces âmes. Et le fait de revenir, c'est pas immédiat, bien sûr, ça arrive quand on est prêt. Ma grand-mère et mon grand-père, ils sont venus souvent me voir depuis qu'ils sont partis, depuis qu'ils sont morts. Surtout ma grand-mère. Mon grand-père venait, mais je crois qu'il a avancé depuis. Ma grand-mère, elle m'aide sur certaines enquêtes. Elle était avec moi il y a encore un mois. C'est très normal pour moi. Dans ma famille, il y a une relation particulière avec la mort. C'est plus des portes battantes qu'autre chose pour nous, la mort. Et elle se manifeste comment, votre grand-mère? Vous l'entendez? Vous la voyez? Elle s'est manifestée de plein de manières différentes. Une fois, j'étais en Écosse. On avait une fête de Noël en ligne pour la fondation et je parlais de mes grands-parents et ce qu'ils ont fait et ce qu'ils faisaient à Noël. Et à un moment, j'ai senti une présence très chaude et j'étais assis à côté d'un médium. Une médium, et elle m'a regardé, elle m'a dit « Ouais, ils sont là. Votre grand-mère vient de dire « Christopher, on est là. » Et une fois, j'étais dans un ancien sanatorium sur la tuberculose au Costa Rica. J'essayais d'aider un enfant qui était mort et enfermé là depuis une centaine d'années. Je parlais à l'enfant en espagnol et l'enfant avait trop peur pour m'écouter. Et tout d'un coup, j'ai vu mon grand-père qui était à côté de moi avec les bras croisés. Et il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et ma grand-mère, elle était de l'autre côté, je la vois. Et elle se met à genoux, elle tend sa main, l'enfant prend sa main et ils ont marché vers la lumière. Une autre fois, j'étais à Lima au Pérou et j'ai raconté cette histoire et l'intervieweur m'a dit « Est-ce qu'ils sont là avec vous maintenant ?» Et j'ai dit « Non, non. » Et il y avait un autre médium à côté de moi et d'un coup, j'ai eu un câlin de derrière quelqu'un, une étreinte, je ne l'ai pas vue, mais c'était ma grand-mère et le médium était genre... C'était incroyable à voir. Mais la dernière fois, c'était en rêve. Et c'est une forme qu'il faut que les gens comprennent ça. Quand vous rêvez, vous êtes plus proche du plan astral et c'est beaucoup plus facile pour eux de vous atteindre. Ces rêves seront incroyablement vivants et ils vont rester auprès de vous pour toujours, en fait. Dans celui-ci, je rêvais de certains de mes amis. On était en Amérique du Sud, c'est là où je vis. Là, je suis au Paraguay en ce moment. Et tout d'un coup, on était dans la maison de mes grands-parents. Et ma grand-mère, je regardais par-delà le couloir du musée et c'était tout cassé. J'étais très inquiet pour l'endroit et je me suis tourné vers ma grand-mère qui était assise là et elle m'a dit « Non, non, t'inquiète pas », elle m'a dit. Et j'ai réalisé « Attends, mais t'es morte, grand-mère ?» Et elle a dit « Ouais, c'est pas grave. » Et elle m'a dit « Chris, comment ça va tes projets ?» Et elle m'a dit « Il faut que tu finisses ça, cette enquête-là. C'est important que tu finisses ça. » Donc c'est une autre manière avec laquelle elle vient me voir. Moi, je ne suis pas un fan de l'idée de la magie. Je suis trop rationnel pour l'idée de la... trop sceptique. Mais je crois en l'énergie. Et l'année dernière, j'étais ici au Paraguay, je faisais des recherches. Et j'ai énervé 2 personnes qui utilisaient de la magie, des sorcières. Et elles m'ont mis une malédiction, quelque chose qui est arrivé à mon grand-père très nombreuses fois. Moi, j'ai essayé de l'ignorer. J'ai éteint la lumière dans ma chambre et j'ai été électrocuté. Je ne pouvais pas marcher. Il y avait les trucs se cassaient dans la maison sans raison. Je me suis dit, ouais, bon, ça arrive, c'est comme ça, c'est la vie. Tout le monde veut parler de la sorcellerie quand il nous arrive des trucs, c'est ridicule. Eh bien, ma grand-mère est arrivée, elle a apparu à 4 voyants différents un mercredi soir. Et 2 d'entre eux ne connaissaient rien sur la fondation.
Et elle leur a dit, Christopher se fait attaquer de manière magique, il faut l'aider, il faut que ça s'arrête. J'ai fait 2 rituels différents et immédiatement, ça s'est arrêté. Je pouvais marcher, j'avais plus de douleur. C'était incroyable. Donc ouais, elle m'a sauvé la vie. Magnifique, on a quand même l'impression que vous avez des rapports avec votre grand-mère fusionnels. Il y a une vraie tendresse pour elle et qu'elle est toujours là et qu'elle vous accompagne. Et ça, c'est très très beau. Alors, vous êtes à l'affiche de Hollywood parce que Hollywood s'est emparé de l'histoire de vos grands-parents. Est-ce que vous avez les souvenirs dans les enquêtes qu'ils ont pu faire d'événements aussi grandiloquents? Parce que là, c'est un festival quand même. Oh yeah. Ah oui, on a tous vécu ces choses-là. Il y a bien sûr des détails. Personne ne devrait jamais regarder ces films comme si c'était des documentaires. C'est vraiment des films hollywoodiens, hein. Premièrement, mon grand-père n'a jamais été exorciste. Il n'a jamais cru qu'il pouvait être exorciste. Donc toute la scène d'exorcisme à la fin, c'est ridicule. Également, le premier film, le Conjuring, cette investigation-là, elle a duré 10 ans. Mes parents n'ont jamais géré quoi que ce soit d'aussi difficile que ce cas. C'était vraiment leur plus grosse enquête à ce moment-là. Et ça leur a pris très longtemps pour la résoudre. Donc oui, ma grand-mère, elle a adoré le premier film. On adore les films Annabelle aussi, même s'il n'y a rien de vrai dans ces films. J'ai pas aimé Conjuring 2. The Nun, ça n'existe pas. Mais si vous vous souvenez, j'espère que vous vous souvenez, il y a un personnage qui s'appelle Frenchie, dedans Maurice. Ça, c'était une de mes enquêtes. Et ça, c'était vrai. Dans Conjuring 3, au début, mon grand-père a une crise cardiaque pendant un exorcisme. C'est pas arrivé pendant un exorcisme, c'est arrivé pendant un exorcisme de Maurice, de Frenchie. Et ironiquement, c'est la raison pour laquelle je ne crois pas en les voyants. Parce que ma grand-mère, elle l'a regardé dans les yeux, elle a dit « Ed, pourquoi tu prends pas une banane? T'as sûrement peu de potassium. » Et elle ne voyait pas qu'il avait une crise cardiaque. Moi, je suis un voyant, je crois que je suis un bon voyant, mais je ne me fais pas confiance, hein. J'ai aucune preuve pour appuyer tout ce que je vois. Personne ne devrait changer sa vie sur ce que dit un voyant. Chers amis, à la fin du mois de septembre, l'abonnement solidaire à 4,90 € disparaîtra. Si vous avez toujours hésité à vous abonner à BTLV, c'est le moment ou jamais. Il vous reste encore quelques jours pour en profiter. Important, si vous êtes déjà abonné à ce tarif, rien ne changera pour vous. En espérant vous savoir prochainement parmi nous sur BTLV. Vous dites que vous ne croyez, que vous avez du mal à croire aux voyants. Et est-ce que vous différenciez les voyants des médiums? Un médium, c'est le voyant le plus haut gradé. Ils ont les meilleures capacités. Je ne suis pas un fan des étiquettes. Moi, j'ai toutes les habilités dont j'ai besoin pour communiquer avec les esprits. Je leur parle en permanence, mais je crois que les étiquettes, elles limitent. Donc, moi, je suis ça, donc ça veut dire que je ne suis pas ça. Non, je vais utiliser mes capacités de toutes les manières que je peux. Et je vais essayer de les utiliser de nouvelles manières. Et ça marche parfois. Parmi les cas, vous en avez un petit peu évoqué, étudiés par Ed et Lorraine Warren, quels sont ceux qui vous semblent les plus tangibles, les plus violents, les plus extraordinaires entre Enfield, Amityville, Annabelle? Mes grands-parents, ils ont dit qu'Amityville, c'était vraiment la pire histoire sur laquelle ils aient travaillé, la pire enquête. Parce que effectivement sur Amityville, on est en période, en plus on vient de fêter les 50 ans d'Amityville, on est dans le cinquantenaire d'Amityville. Donc d'ailleurs il y a une émission incroyable sur btlv.fr, une spéciale Amityville, parce qu'effectivement en plus il y a eu des meurtres absolument dramatiques, quoi, une issue dramatique. Ils se protégeaient, vos grands-parents, quand ils allaient sur une enquête, parce que on n'y va pas à la fleur au fusil quand même, c'est pas permis à tout le monde. À ce moment-là, ils apprenaient encore. Et donc, ils ne faisaient pas un aussi bon boulot qu'ils auraient dû et qu'ils ont fait plus tard d'ailleurs. Le soir où ils ont été invités sur l'affaire
Amityville, vers New York. C'était 3 heures du matin. Mon grand-père travaillait dans la cave et ma grand-mère, elle l'attendait en haut. Et il y a eu une tornade noire qui est venue s'éclater dans le musée et a confronté mon grand-père. Mon grand-père, il a jeté de l'eau bénite dessus, il a sorti un crucifix, il l'a commandé au nom de Jésus-Christ de partir. Et puis après, ils ont attaqué ma grand-mère. Ça a attaqué ma grand-mère. Il y est allé, il est sorti par les escaliers, pendant que ma grand-mère, elle tenait un bénitier. Elle était terrifiée, elle ne savait pas comment gérer cette chose-là à ce moment-là. Et quand mon grand-père est arrivé par la porte de derrière, au travers de la cuisine, la tempête est retournée vers mon grand-père, elle l'a fait tomber, et puis avant de se terminer, mon grand-père, elle est repartie par la cheminée. Et là, ils ont réalisé que ça n'allait pas être une enquête normale. Mais au moment où moi, j'ai commencé à travailler avec eux, vers 1980, on a appris à utiliser la lumière blanche pour se protéger, comment utiliser différents talismans, comme des choses pour concentrer le mal et les esprits. On fait toujours attention avant et après les cas de se protéger. Ils n'ont jamais rien ramené à la maison, à force d'aller dans des lieux où il y a des entités. Ils n'ont jamais rien ramené à la maison? Bien sûr que si. On a tous été attaqués. On est souvent attaqués juste avant de commencer une enquête. Et quand on parle de ramener des choses à la maison, il faut se rappeler que mes grands-parents, ils avaient un musée qui était vraiment célèbre dans le monde entier. Ils ont ramené vraiment trop de choses. Je crois que c'est dommage qu'il l'ait appelé un musée. Ça n'a jamais été ouvert au public, sauf pour des invitations spéciales. C'est une prison. C'était une prison pour protéger les gens de ces énergies négatives. Mais ouais, ils ont ramené beaucoup de choses. Alors, vous avez fondé voilà, la Fondation Warren Legacy, pour la recherche paranormale en français. Avec ma grand-mère. Avec votre grand-mère, mais c'est vous qui aujourd'hui la gérez. Votre regard aujourd'hui sur les chasseurs de fantômes, sur le développement des sciences du spiritisme. On voit que c'est à la mode, c'est-à-dire qu'Internet a popularisé tout cela. On a fait quelque chose d'anodin. Quel regard vous avez là-dessus? Moi, je ne m'appelle pas un chasseur de fantômes. Les fantômes, c'est des gens et moi, je ne chasse pas les gens. Donc, je ne prends pas ça comme un hobby. Ça me dégoûte d'ailleurs l'idée que le paranormal, qui est devenu si populaire, l'idée que parce que vous voulez être un chercheur paranormal, moi je dois vous soutenir, c'est absurde. C'est comme dire, je regarde des séries, je regarde Urgence, donc maintenant je veux faire une opération sur le cerveau. Non, il faut prendre le temps pour apprendre les choses. Et apprenez les fondamentaux, comme comment faire de la thérapie, comment écouter, comment être sceptique, comment récupérer des indices correctement en tout cas. Il y a trop de gens qui rentrent là-dedans pour la célébrité, pour des clics, pour des likes, puis voilà les trucs qu'ils font aujourd'hui sur les réseaux sociaux, quoi. Moi, je suis là-dedans parce qu'il y a des gens qui ont peur et j'essaie de les éduquer. En premier, ces expériences horribles, elles sont très rares. La plupart du temps, quand on n'entend des pas, en dehors de votre chambre, dans le milieu de la nuit, c'est votre grand-mère qui vous rend visite, c'est pas le diable. Ne sautez pas sur des conclusions que ce qui vous arrive, c'est quelque chose de maléfique. Il faut juger, en jugeant les conséquences, la plupart du temps, les esprits essaient juste d'attirer votre attention. Ils prennent vos clés, vous cherchez vos clés pendant 2 heures, vous avez regardé sur la table de la cuisine 10 fois et puis d'un coup, elles sont sur la table de la cuisine. Ça, c'est un esprit qui dit « Hey, regarde, je suis là ». C'est tout. Il n'y a rien de maléfique là-dedans. Même si Dieu vous en préserve, vous êtes à la maison et quelque chose qui explose sur votre table basse et qui se retrouve dans le mur, c'est pas forcément mauvais, c'est mauvais pour vous là tout de suite, mais les esprits, ils n'ont pas de contrôle de leur motricité. S'ils arrivent à récupérer l'énergie pour bouger
Cette table, ils n'ont pas la capacité de la mettre à un endroit en particulier. Ça va être une explosion d'énergie. Encore une fois, il s'agit juste d'attirer votre attention. Alors, à propos d'attirer l'attention, je suis allé dormir dans un château hanté pour un documentaire. On est resté 3 jours sur place. C'est l'un des châteaux hantés les plus hantés de France, qui s'appelle le château de Fougeray. J'y ai dormi. On a équipé ma chambre, bien sûr, de caméras pour voir ce qui s'est passé. Et j'ai été surpris parce que durant la nuit, je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé la nuit, sauf de quelque chose qui s'est appuyé sur mon genou. Et j'en ai parlé le lendemain matin à la deuxième personne qui a osé dormir dans le château, parce qu'on avait une grosse équipe, personne ne voulait dormir, on n'a été que 2 à vouloir y passer la nuit. Et en fait, vous allez voir ce qui s'est passé durant cette nuit. Et je suis assez surpris parce que moi qui fais de la télévision, on a arrêté, on a regardé les images seconde par seconde, image par image, etc., pour savoir ce qui se passe. Et ce qui m'a étonné surtout, c'est la délicatesse du geste qui vient de quelque part. Regardez. Voilà. Chris, vous avez regardé comme moi cette image. Alors, ce qui est absolument incroyable, moi, ce qui me surprend, parce que c'est la délicatesse avec laquelle l'édredon, parce qu'on voit bouger avant, comme si je sentais inconsciemment quelque chose, et on voit cet édredon qui est posé. Et vous avez vu, quand on est au ralenti, on voit bien que c'est pas moi qui bouge, parce qu'on voit le truc se lever. Moi, ce qui m'épate là-dedans, c'est... Alors, je sais pas qui c'est, hein, déjà, voilà. Et c'est l'intervention de l'esprit de l'entité sur la matière. Ça veut dire que là, on a quelque chose d'invisible qui prend et qui a une incidence sur la matière. Ça, c'est quelque chose qui me bluffe. C'est quand même très étonnant d'avoir ce pouvoir-là, quand même, pour des gens qui sont invisibles, ou des entités qui sont invisibles. Pour qu'il fasse quelque chose de si délicatement, c'est vraiment extraordinaire, hein. Ce genre de précision, de mouvement précis, c'était vraiment très intéressant, hein. Moi, je vais vous dire une chose, on l'a donné à l'IMI ici, hein, qui est l'Institut métapsychique et qui est reconnu dans le monde entier. Il n'y a pas d'explication, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui s'est passé véritablement. Et je vous dis, on a regardé image par image, parce qu'on bien sûr, on s'est dit au début, c'est Bob qui bouge, sauf que après on le voit bouger. D'ailleurs, l'édredon ne bouge pas comme ça. Là, il est pris délicatement. C'est ça qui est absolument dingue. Ça m'a surpris. Donc, et pourtant, moi, j'ai un œil très rationnel et j'y vais avec mon œil journalistique et je me dis, je vais pas faire du cinéma hollywoodien. Je vais regarder et véritablement, s'il se passe quelque chose, on le verra bien. En tout cas, ça m'a convaincu que s'il y a entité, elles ont une incidence et une influence sur la matière. Est-ce que vous avez une idée du message des esprits? Pourquoi se manifestent-ils? Alors, tout à l'heure, vous disiez coucou, je suis là, etc. Mais j'avais un paranormaliste ici qui me disait que chaque apparition ou chaque voix qu'on entend ou spectre que l'on voit, c'est toujours pour donner un message ou faire passer un message. C'est jamais par hasard. Je suis pas d'accord avec ça. Vous avez entendu parler de choses qui vous hantent de manière résiduelle? Il n'y a même pas d'esprit à ce moment-là. Vous allez quelque part et vous êtes quelqu'un de sensible et vous allez dans un donjon, vous allez entendre les murmures, les pleurs et des chaînes qui traînent et qui claquent, mais il
pas de fantômes qui sont accrochés au mur pendant 800 ans, hein. C'est juste une impression psychique laissée dans l'endroit. Donc ça peut être complètement trivial et n'avoir aucun sens. Mais quand vous parlez vraiment d'esprit, une aura psychique, elle est plus forte qu'un fantôme, hein. Certaines de ces personnes ont des choses à finir et ils essaient de passer de l'autre côté. D'autres personnes sont très perdues, ont très peur et elles cherchent de l'aide. Ils cherchent, vous savez, la fameuse lumière. Donc il y a autant de raisons pour qu'un fantôme vienne vous voir qu'il y a de gens. Tout le monde est différent. On a tous notre volonté propre et on aura toujours notre libre arbitre, même mort. On a le choix. Et ça ne veut pas dire qu'on le fera quoi qu'il arrive. Peut-être qu'on ne croit pas qu'on est mort. Vous savez, quand on est mort et puis on est coincé ici. Mais vous ne pouvez pas aider vraiment quelqu'un à passer de l'autre côté. Je travaillais sur un cas de quelqu'un qui s'était suicidé et il ne voulait pas mourir parce qu'il avait peur d'aller en enfer. Ça m'a pris à peu près 45 minutes et une autre personne d'ailleurs pour m'aider, mais on a réussi à le consoler et l'aider à passer de l'autre côté. Je vous ai entendu différencier fantôme et esprit. C'est quoi la différence? Non, pardon, il n'y a pas de différence en vrai. Je sais qu'il y a des gens qui font la différence entre ces deux choses, mais les ghosts, les fantômes, c'est des gens qui travaillaient dans cet endroit-là, ou en gros, qui veulent continuer à faire ça. Pour le public, vraiment le grand public, c'est exactement la même chose. Quel regard vous avez sur... Si vous vouliez être un peu plus technique, un fantôme, ce serait quelqu'un qui a eu une vie, un corps dans le passé, et un esprit serait plus général. Ça pourrait être quelque chose qui a été créé grâce à notre propre pouvoir. Par exemple, les moines bouddhistes tibétains, ils peuvent créer quelque chose qui s'appelle un tulpa, qui est une forme d'esprit qui a la vie. C'est un esprit, mais ça n'a jamais existé comme âme vivante. Mais il y a eu une expérience scientifique, on en avait parlé ici sur BTLV, ils avaient créé avec un égrégore justement un esprit, donc c'était absolument assez incroyable. Justement, on va finir notre entretien sur le volet scientifique. L'évolution du paranormal, est-ce que vous avez... Beaucoup de gens me disent ici, ce qui est paranormal aujourd'hui sera peut-être la normalité de demain parce qu'on commencera à comprendre, et notamment par la physique. Vous êtes d'accord avec ça ? Absolument. Je n'aime pas le terme paranormal. Tout est normal. C'est juste quelque chose que pour l'instant on ne comprend pas. Je crois que notre problème, c'est qu'on est trop fiers. On croit qu'on sait tout. Et c'est tout simplement pas le cas. On est en permanence en train d'apprendre. Quelqu'un a dit qu'il n'était pas un expert dans ce domaine. Et je leur dis toujours, moi non plus, ça fait 44 ans que je fais ça et j'ai plus de questions aujourd'hui que quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé, je croyais que je connaissais tout. Alors, bienvenue au club parce que moi, ça fait 11 ans que j'ai créé BTLV et je suis comme vous. J'ai presque plus de questions aujourd'hui que je n'en avais quand j'ai ouvert ce média. En tout cas, Chris McKinnell, je voudrais vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes très loin de la France et vous avez répondu présent immédiatement. Mille merci. Continuez avec voilà, cette fondation. Si vous qui nous regardez, vous avez envie d'aller faire un tour, voilà, vous avez et vous la trouvez sur Internet. Donc c'est l'occasion pour vous d'en savoir un petit peu plus. Et puis il y a plein de photos sur Ed et Lorraine Warren qui étaient à l'honneur durant cette émission. Merci Chris. Si je peux juste ajouter un truc, tous nos services sont libres, sont gratuits et confidentiels. Voilà, pour les gens que ça intéresserait. Voilà. Merci. Bah, c'est passé, le message est passé. Mille merci à vous de nous avoir regardés. Si vous êtes tout nouvel abonné, profitez-en. Il y a des tonnes d'émissions sur le paranormal. C'est pour vous. Salut. Depuis la nuit des temps, l'homme s'interroge. Qui sommes-nous vraiment? D'où venons-nous? Sommes-nous seuls dans l'univers?
Les ovnis, preuve d'une présence extraterrestre ou secret bien gardé? That we have in fact recovered discs of unknown origin and craft of unknown origin, that we have the material, that we have bodies. Le paranormal, une illusion ou une réalité qui nous échappe? On est là dans ce cadre vraiment romantique et énigmatique où tout se prête à enflammer l'imagination des visiteurs. Et donc c'est vrai que quand on approche à pied de cette magnifique demeure, on se dit que voilà, ce château est un refuge idéal pour les créatures d'outre-tombe. L'archéologie mystérieuse. Et si notre passé était différent de ce que l'on croit? Si on se dit que c'est un jumeau du Christ, ça implique quand même deux choses vraiment importantes. C'est-à-dire que d'une part, le mythe de la résurrection caduque, il n'existe pas. Et que Jésus serait donc bien mort sur la croix. La spiritualité, une porte vers une autre réalité. Le monde des Templiers, ce n'est pas juste de l'ésotérisme, c'est vraiment un monde magique. Et quand je dis magique, c'est avec tout le sens qu'il faut donner à ce mot. À la frontière du connu et de l'inconnu, une seule mission, découvrir la vérité. On va aller de découverte en découverte, de surprise en surprise, et même sur des faits qui dépassent l'entendement. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu.